ou le foie, fait partie des glandes annexes de l'intestin. C'est la plus volumineuse, celle qui est située dans la partie haute de la cavité péritonéale, sous les coupoles diaphragmatiques, en grande partie sous l'hypocondre droit, mais aussi l'hypocondre gauche. C'est une glande qui a de nombreuses fonctions métaboliques, en particulier la sécrétion de la bile. Cette glande est malheureusement l'objet de nombreux phénomènes pathologiques, qu'ils soient d'origine toxique, virale ou tumorale. Les côlons. Les côlons constituent une partie du gros intestin, avec, pour terminer, le rectum. Les côlons sont une succession de segments digestifs qui forment un cadre irrégulier, mais qui fait pratiquement tout le périmètre de la cavité péritonéale. C'est une alternance entre des segments libres, sans adhérence péritonéale entre péritoine viscéral et péritoine pariétal, et des segments qui sont fixés par des accolements entre péritoine viscéral et péritoine pariétal postérieur. Ces différents côtés et segments, qui se succèdent les uns par rapport aux autres, sont constitués par le cæcum tout d'abord, cæcum qui est une zone de dilatation, un renflement, qui supporte l'appendice. Ces deux éléments sont mobiles. On a ensuite le côlon ascendant qui est fixé par l'accolement de Tolt droit, qui se termine par l'angle droit, c'est un angle légèrement aigu, qui va permettre au côlon transverse de marquer son origine, côlon transverse qui passe du bord droit de la cavité péritonéale à l'extrémité du bord gauche. Et ce côlon transverse se termine par l'angle gauche. Le côlon transverse est mobile, il n'y a pas d'accolement. L'angle gauche est plus haut situé que l'angle droit, il est également plus aigu, et il se poursuit par le côlon descendant qui est un segment fixe, maintenu par l'accolement de Tolt gauche. Le dernier côté du quadrilatère des côlons, c'est le côlon sigmoïde qui forme une anse, une boucle, au-dessus de la margelle du petit bassin, qui donc s'appuie sur le détroit supérieur, et qui forme un couvercle au-dessus de la cavité pelvienne. Le côlon sigmoïde se poursuit par le rectum qui appartient au métenthéron. Plusieurs éléments vont être caractéristiques pour reconnaître le gros intestin, le côlon, pendant une intervention chirurgicale. En effet, cette différence apparaît nettement sur les schémas ou sur une personne qui n'a pas de pathologie digestive, et par exemple en cas d'occlusion, avec une dilatation importante de l'intestin grêle et des côlons, il est parfois difficile de reconnaître par le diamètre et la couleur, et de faire la différenciation entre intestin grêle et côlon. Les signes caractéristiques sont tout d'abord les bandelettes coliques qui correspondent à des épaississements de la couche musculaire longitudinale superficielle. Il y a 3 bandelettes. Ces bandelettes sont bien définies, bien marquées sur le côlon ascendant, le côlon transverse. Le côlon descendant est une zone où elle commence à se désorganiser, s'arboriser, pour devenir totalement anarchique sur le côlon sigmoïde. Nous verrons qu'il y a 3 bandelettes. Le deuxième élément caractéristique est représenté par les appendices épiploïques. Ce sont des franges graisseuses, recouvertes de péritoine, qui sont insérées sur les bandelettes. Les appendices épiploïques sont inexistants sur le côlon droit, peu nombreux sur le côlon transverse, et vont augmenter en nombre de façon considérable jusqu'au côlon sigmoïde. Enfin, le troisième critère morphologique, ce sont les saccules ou ostrations. Ce sont des zones de striction qui vont alterner avec les bosselures à la surface de l'intestin, zones de striction qui sont très marquées sur le côlon ascendant, qu'on voit encore nettement sur le côlon transverse, et qui vont progressivement disparaître
au côlon sigmoïde. Les bandelettes qui donnent un critère morphologique de reconnaissance des côlons ont une distribution et une organisation différentes selon les segments. Le schéma en haut et à gauche, qui représente une coupe transversale du côlon droit, montre la présence des trois bandelettes. Une bandelette mésentérique, qui est au niveau de l'insertion du mésocôlon droit, une bandelette externe et une bandelette antérieure. Au-delà de l'angle droit, lorsque le côlon transverse passe du côté droit vers le côté gauche, et que ce segment va faire une rotation sur son axe longitudinal, en basculant vers le bas, on retrouve la bandelette mésentérique en regard du mésocôlon transverse, mais qui cette fois-ci aura une orientation dorsale. La bandelette externe devient ventrale, et la bandelette antérieure devient caudale. Le tout est recouvert par le grand omentum. Sur une même coupe transversale du côlon gauche, on retombe dans la configuration du côlon droit, avec une bandelette mésentérique en regard de l'insertion du mésocôlon gauche, une bandelette externe qui est latérale, et une bandelette antérieure ou ventrale. Voici un schéma qui est encore une coupe transversale d'un segment côlique et qui détaille la distribution de la vascularisation artérielle de la paroi côlique. Le schéma montre le plan muqueux, le plan musculaire et le renforcement dû aux bandelettes côliques aux dépens de la couche musculaire externe. Le méso contient les vaisseaux artériels et veineux et amène les artères destinées au côlon. Ces artères se terminent sur une arcade bordante qui va produire des vaisseaux droits, donc sans anastomose les uns par rapport aux autres. Ces vaisseaux droits contournent le périmètre, la circonférence du côlon, en donnant, au fur et à mesure, des branches perforantes qui vont vasculariser la paroi côlique. Mais, parmi les points importants, au niveau des appendices épiploïques, les vaisseaux droits vont faire une boucle, un diverticule, qui est bien sûr un risque si ce schéma, qui est une coupe transversale d'un segment du côlon, explique la distribution de la vascularisation artérielle dans la paroi côlique. On reconnaît la paroi du côlon, sectionnée transversalement, avec l'épaississement des trois bandelettes aux dépens de la couche musculaire longitudinale, qui est en superficie. La vascularisation artérielle arrive par l'intermédiaire du mésocôlon ascendant, transverse, ou mésocôlon gauche, et l'artère principale va rejoindre une arcade bordante, comme pour l'intestin grêle. Cette arcade bordante va donner des vaisseaux droits qui contournent le périmètre du segment du côlon, et qui, sur ce trajet, vont donner des branches perforantes pour vasculariser la paroi côlique. Ce sont des vaisseaux terminaux, comme pour l'intestin grêle, qui n'ont pas d'anastomose entre eux. Ces vaisseaux droits vont, de façon tout à fait caractéristique, développer une boucle artérielle à l'intérieur des appendices épiploïques. Et s'il peut être tentant, en cas d'adhérence, en cas de difficulté de dissection, de sectionner un appendice épiploïque, eh bien il faut savoir que, dans ces conditions, on peut supprimer la vascularisation d'une partie distale du côlon. Les côlons, qui forment ce cadre irrégulier dans la cavité péritonéale, ont une double origine embryologique et donc une division embryologique et fonctionnelle. Tout d'abord, le côlon droit dérive de l'anse ombilical. C'est la partie inférieure de l'anse ombilical, la partie plus dilatée, qui donne ce côlon droit comprenant le cécum appendice, le côlon ascendant et le tiers droit du côlon transverse. Le côlon droit, pour ces raisons embryonnaires,
va être vascularisé spécifiquement par les branches de l'artère mésentérique supérieure. Le côlon gauche est différent, il est de plus petit diamètre, il est plus long, et ce côlon gauche est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure. La jonction entre le côlon droit et le côlon gauche se situe au tiers droit du côlon transverse. Le côlon gauche a une vascularisation moins abondante que le côlon droit. Cette division fonctionnelle et embryologique va se retrouver, pour les mêmes raisons, en une division pathologique et chirurgicale. En effet, parmi les pathologies diverses et variées du côlon, entre autres les pathologies inflammatoires, eh bien, la plus fréquente est le cancer du côlon. Et le cancer du côlon est très différent entre un côlon droit, qui est un côlon de brassage, de résorption hydrique, qui provoque des tumeurs bourgeonnantes, et le côlon gauche, qui est essentiellement un côlon de transit, côlon gauche qui développe des cancers au contraire sténosants. Cette division, eh bien, elle va s'appliquer dans la technique chirurgicale. En cas de cancer colique, et lorsque l'état du patient le permet, pour être le plus curatif possible, on va pratiquer une hémicolectomie, c'est-à-dire l'ablation de la moitié du cadre colique, hémicolectomie droite ou gauche, emportant le tube digestif, mais également le méso, ses vaisseaux artériels et veineux, et bien sûr le réseau lymphatique. Nous allons maintenant détailler quelques segments caractéristiques des côlons, avec tout d'abord le segment à l'origine, le cécum et l'appendice. Ce schéma représente une vue ventrale de l'ensemble cécum-appendice, cécum qui a son origine au niveau de la terminaison de la dernière anse idéale dans le gros intestin. Le cécum est un renflement légèrement dilaté dans la partie tout inférieure du côlon droit, et ce cécum va supporter l'appendice. Ce schéma en vue ventrale laisse donc visible la bandelette antérieure, et c'est au point de convergence des bandelettes que va naître la base de l'appendice. L'appendice est vascularisé par un système artériel qui lui est propre et indépendant, et l'appendice est contenu dans du péritoine viscéral. L'ensemble est recouvert donc de péritoine, et la vascularisation provient de l'artère mésentérique supérieure, en donnant l'artère colique inférieure droite, qu'on appelle plus volontiers l'artère iléo-biséco-appendiculo-colique. Ce terme est un peu long, mais il reprend toute la distribution terminale de l'artère colique inférieure droite. En effet, cette artère va se diviser en artère iléale, avec un trajet récurrent, en artère sécale, sécale antérieure, sécale postérieure, en artère appendiculaire, et en artère colique, qui va former là aussi une arcade bordante qui remonte jusqu'à l'angle droit. Les vaisseaux forment des reliefs sous le péritoine et sont généralement bien visibles sur une personne en absence de surcharge graisseuse ou un enfant. L'appendice ou appendice vermiculaire est un segment qui est borgne du tissu digestif. L'appendice mesure en moyenne 9 cm de longueur pour 9 mm de diamètre. C'est un segment tubulaire creux qui possède son propre méso et une vascularisation spécifique. Ceci est le même schéma que le précédent, mais sur une vue dorsale. L'iléon, la dernière anse iléale, arrive à hauteur du cécum et ça bouge directement dans la cavité cécale. Sur ce schéma, deux des bandelettes sont visibles, la bandelette latérale et la bandelette mésentérique. Ces deux bandelettes vont se rejoindre et former la base, l'origine de l'appendice. On comprend mieux sur ce schéma
l'origine du mésoappendice, qui est rétro-iléal, avec 2 feuillets de péritoine viscéral, qui recouvrent l'appendice et qui permet le trajet et le transit de sa vascularisation par une artère appendiculaire. Ce schéma, comme le précédent, représente l'artère iléo-biséco-appendiculo-colique avec ses 5 branches. L'accolement du péritoine entre péritoine pariétal et péritoine viscéral forme l'accolement de Tolt droit. Cet accolement de Tolt droit se termine sur la paroi postérieure du côlon selon le pointillé vert foncé. C'est ainsi que cet accolement de Tolt va se prolonger à droite et à gauche par rapport au sécom avec 2 replis qui forment une logette arciforme qui est la fossette rétrocécale. Fossette rétrocécale dans laquelle peut venir parfois se bloquer l'appendice. Sur la verticalité, l'extrémité droite de l'accolement de Tolt forme la gouttière pariétocolique. Là encore, l'appendice peut venir se placer dans cette gouttière pariétocolique. Ce schéma suivant montre une coupe frontale du côlon ascendant, du sécom et de l'appendice, ainsi que de la terminaison de la dernière anse iléale. L'intestin est creux, l'appendice également, et c'est la couche musculaire superficielle entre la terminaison de l'anse grêle et le côlon ascendant que se forme un épaississement qui joue le rôle d'un sphincter. La muqueuse participe également à cet effet de sphincter et de région anti-reflux. Elle est représentée en bas et à droite. C'est la valvule iléocécale de Bowen, avec 2 lèvres, une lèvre supérieure et une lèvre inférieure, qui sont étirées par des freins et qui laissent passer le bol alimentaire de l'iléon vers le sécom, mais pas l'inverse. La zone de l'appendice, avec son insertion au point de jonction des bandelettes, possède également un sphincter, le sphincter de Gerlach, qui en réalité est peu efficace. Cette région de la jonction iléocécale, associée à l'appendice étant un segment riche en tissu lymphatique, est fréquemment le siège de réactions inflammatoires ou infectieuses. Et cet appendice, qui est au point de convergence des bandelettes, riche en tissu lymphatique, peut provoquer des inflammations notables. Les variations sont nombreuses et doivent être connues du chirurgien compte tenu de la fréquence de l'ablation de l'appendice. Le schéma en haut et à gauche représente une situation normale avec une plicature sécale. Le schéma en bas et à droite montre un type infantile, un peu en entonnoir. Il n'y a pas de plicature, il y a une continuité entre le contenu colique et la lumière, la cavité de l'appendice. Cette région de l'ensemble du sécom et de l'appendice est très souvent concernée par la pathologie. En effet, l'inflammation de l'appendice, l'appendicite, qui peut évoluer vers une forme infectieuse, est très fréquente dans la population. La topographie de l'ensemble sécom-appendice est variable. En effet, précédemment, nous avons vu l'appendice en position iliaque, la situation la plus fréquente. Mais les variations, les 3 principales, sont les suivantes. Tout d'abord, sur le schéma en haut et à gauche, l'appendice en position mésocéliaque. C'est-à-dire que l'appendice est orienté vers l'ombilic en direction crâniale et médiale et non pas en direction iliaque. La deuxième variation, c'est l'appendice latérocécal. Ce schéma, au centre, comme le précédent, sont vus de face. L'appendice latérocécal va se loger dans la gouttière pariétocolique, donc sur une partie postérolatérale par rapport au sécom. Une appendicite, dans ce cas-là, donne des signes différents et spécifiques par rapport à un appendice en position iliaque. La troisième variation la plus fréquente,
c'est l'appendice rétrocécal. Ce dernier schéma, en bas et à droite, est une vue de profil. Lorsque l'appendice est rétrocécal, il est en fait enclavé dans la fossette rétrocécale et il va provoquer, lors d'une inflammation, lors d'une appendicite, une expression particulièrement sur le muscle psoas. Chacune de ces variations anatomiques doit être connue pour pouvoir dépister les différentes formes cliniques lors des appendicites. On vient de voir les variations sur le précédent schéma de position, variations de rapport entre les parois et l'intestin de l'appendice, mais il y a également des variations de position. Parce que cet ensemble, sécom et appendice, ont une même origine embryologique, avec des périodes extrêmement intenses dans l'organogénèse. En situation normale, l'appendice se projette au point de McBurney. Le point de McBurney, c'est l'origine de l'appendice, sa base, qui est située à mi-distance entre l'épine-iliaque antéro-supérieure droite et l'ombilic. Quant au point de Lance, le point de Lance, qui représente l'extrémité de l'appendice, est situé sur la ligne bi-iliaque au tiers droit de cette ligne horizontale. Enfin, la position de l'ensemble sécom-appendice dépend de l'amplitude de rotation de l'anse ombilicale. Dans 70% des cas, l'ensemble sécom-appendice est en position iliaque, c'est-à-dire que la base de l'appendice se projette au point de McBurney. Dans 25% des cas, l'appendice et le sécom sont en position pelvienne. La rotation de l'anse ombilicale a été un peu trop importante et l'ensemble du tube digestif descend un peu bas dans le pelvis. La dernière variation topographique, c'est un appendice sous-costal, qui représente 5% des cas, mais qui est situé largement au-dessus de l'ombilic, et qui demande une certaine finesse diagnostique lorsqu'il y a une appendicite. Le schéma suivant représente l'angle colique droit. Angle colique droit qui est la jonction entre le côlon ascendant et le côlon transverse. Cette zone est caractéristique, elle est normalement masquée en grande partie par la glande hépatique et son bord antérieur. L'angle colique droit se projette au niveau de la 10e côte, K10. Et à ce niveau, le gros intestin fait un mouvement de rotation sur lui-même, avec la bandelette externe qui devient une bandelette antérieure. L'angle colique droit, au contact de la paroi, va côtoyer quelques viscères digestifs, le deuxième duodénum, qui descend verticalement. Il est à proximité du mésocôlon transverse, qui apporte la vascularisation à ce segment particulier, et il est également proche du grand omentum qui a franchi la limite de la grande courbure gastrique et qui passe au-dessous de cette grande courbure pour se prolonger en avant du côlon transverse sur pratiquement toute la surface antérieure de la cavité péritonéale. Sur ce schéma, le lobe droit de la glande hépatique, appelé également le foie, est récliné vers le haut et laisse visible la face inférieure du foie avec la vésicule biliaire qui lui est accolée. Le côlon droit possède une vascularisation spécifique qui, du fait de son origine embryologique, provient de l'artère mésentérique supérieure et de ses collatérales. Sur ce schéma qui représente un côlon droit déroulé et récliné vers le haut avec deux crochets qui le maintiennent vers le haut, on met ainsi à jour le mésocôlon droit, une partie du mésocôlon transverse, et dans le fond, la partie inférieure du cadre du duodénum. L'artère mésentérique supérieure est l'artère principale. On a vu qu'elle est commune pour toutes les dérivées de l'anse ombilicale, et comme l'activité métabolique est moindre dans le côlon que dans l'intestin grêle,
eh bien, le flux artériel va être moins abondant. En effet, il y avait 14 à 16 branches pour le segment de l'intestin grêle, 3 artères suffisent pour les côlons. Tout d'abord, l'artère colique inférieure droite, ou artère biséco-appendiculo-colique, puis, de façon inconstante, l'artère du côlon ascendant, et enfin, l'artère colique supérieure droite. Ces 3 vaisseaux se terminent sur une arcade bordante, avec une distribution, ensuite, en dents de peigne, distribution terminale, sur l'intestin. Le côlon transverse, récliné ici vers le haut, possède un méso qui est libre, et il est vascularisé par l'artère colique transverse, mais qui n'est pas suffisante. L'artère colique transverse va sur l'arcade bordante et forme alors l'arcade de Rioland. L'arcade ou arc de Rioland est une anastomose entre le système mésentérique supérieur et mésentérique inférieur. Le réseau veineux, le retour, est calqué sur le réseau artériel dans un flux bien sûr différent. Les ganglions lymphatiques ou lymphonodes sont plus importants. Il y a tout d'abord un réseau de ganglions épicoliques dans la paroi intestinale du côlon. Puis, des ganglions paracoliques, ganglions qui ont collecté le flux lymphatique provenant des ganglions épicoliques. Le flux lymphatique est centripète, il part des ganglions épicoliques, puis par les vaisseaux lymphatiques gagne des ganglions paracoliques. Ensuite, les ganglions mésocoliques contenus dans le mésocôlon droit. Et enfin, le flux lymphatique arrive aux ganglions mésentériques supérieurs ou centraux. Ganglions mésentériques supérieurs qui forment un véritable feutrage autour de l'origine de l'artère mésentérique. Et ce réseau lymphatique, ce flux lymphatique, va se poursuivre en rétropancréatique dans le groupe ganglionnaire rétropancréatique qui est la naissance de la citerne du Schill. Ce schéma, qui est une coupe sagittale paramédiane droite, représente les rapports du côlon droit. Le côlon droit est court en dimension, il mesure une dizaine de centimètres de hauteur, il est recouvert de péritoine viscérale, et il est maintenu par un accolement, l'accolement de Tolt droit, entre péritoine viscérale et péritoine pariétale. Ce segment digestif est en contact avec, tout d'abord, les éléments postérieurs. Éléments postérieurs qui se divisent en étages thoraciques, étage lombaire, au-dessous de la 12e côte, puis en étage iliaque, au-dessous de la crête iliaque. C'est une région essentiellement musculaire, nerveuse et squelettique. L'étage thoracique, c'est le 12e espace interthoracique. L'étage lombaire contient des éléments nerveux, le 12e nerf intercostal, le nerf ilio-inguinal, le nerf ilio-hypogastrique, et enfin le muscle carré des lombes. Ce muscle carré des lombes est un rideau musculaire qui ferme la paroi postérieure au niveau du tronc. Le péritoine viscéral forme une ligne de réflexion avec le péritoine pariétal. C'est l'endroit où le viscéral devient pariétal et inversement. C'est un récessus entre le rein et la glande hépatique qui s'appelle la fossette de Morrison. Fossette de Morrison bien visible sur une échographie et qui est invisible lorsqu'elle est comblée par une collection purulente entre autres. Cette face dorsale, complétée par une face ventrale, plus simple puisque c'est la face inférieure de la glande hépatique qui vient recouvrir le côlon droit. La glande hépatique à ce niveau occupe sa face inférieure par la présence de la vésicule biliaire qui peut venir au contact du côlon et en cas d'inflammation chronique, à cause de calculs par exemple, provoquer une fistule entre la vésicule et le côlon droit. La partie antérieure va être occupée par des anses grêles qui ne sont pas représentées, et au-delà,
par les muscles larges de l'abdomen, transverses, petit et grand oblique, et enfin oblique externe. Ce schéma représente l'angle gauche du côlon et son environnement. Angle gauche entre le côlon transverse et le côlon descendant, c'est généralement un angle aigu. L'angle gauche est différent de l'angle droit du fait qu'il est plus haut situé, il est plus dorsal et dans un plan antéro-postérieur, et enfin c'est toujours un angle aigu, parfois très faible, en moyenne sur les personnes, il fait un angle de 40 degrés. Cet angle gauche est solidement maintenu contre la paroi latérale ou latéro-postérieure de l'abdomen, avec un ligament phrénico-colique gauche, qui n'est pas un ligament au sens réel du terme. C'est une zone d'adhérence entre péritoine pariétal et péritoine viscéral, zone d'adhérence qui provient du prolongement de la poche rétrogastrique qui a débordé la grande courbure, envoyé un diverticule vers la rate, et ce prolongement de la poche rétrogastrique va atteindre, bien sûr, la partie latérale, l'extrémité latérale qui arrive au contact de la paroi de l'abdomen. Ce ligament phrénico-colique est triangulaire, avec ses trois côtés, et c'est sur cette base triangulaire que vient reposer la base de la rate. C'est pour cette raison qu'on appelle également le sustentaculum lienis. Le côlon pelvien est le dernier segment du cadre colique. C'est un segment atypique qui forme une boucle, un peu comme une anse grêle, boucle qui repose sur la margelle du petit bassin, c'est-à-dire sur le détroit supérieur du bassin. C'est une zone de transition qui peut être fréquemment concernée par les cancers du côlon. Tout d'abord le côlon gauche, qui va arriver ici au niveau de la jonction avec le côlon pelvien, fait l'objet d'un accolement, c'est l'accolement de Tolt gauche. Le côlon sigmoïde, par contre, est libre avec un mésocôlon sigmoïde et se poursuivra par le rectum. Le mésocôlon pelvien présente deux points de fixation. Tout d'abord la racine primitive. La racine primitive qui n'est autre que la terminaison d'insertion verticale du mésentère commun qui intéressait l'anse ombilicale. Cette racine primitive, on le verra, a une forme très particulière. La fixation est assurée sur l'autre versant par la racine secondaire qui suit le détroit supérieur et qui n'est autre que l'extrémité caudale inférieure de l'accolement de Tolt gauche. Dans cet espace entre racine primitive et racine secondaire passent des éléments vasculaires et urinaires. Tout d'abord, l'artère iliaque gauche, artère commune qui se divise en artère hypogastrique et iliaque externe. Elle est accompagnée par le réseau de la veine iliaque gauche, et enfin, c'est l'urtère gauche, qui peut être traumatisée dans ce genre de chirurgie, l'urtère gauche qui croise les vaisseaux artériels et veineux en passant au-dessus et médialement par rapport à la veine iliaque gauche. La vascularisation du côlon gauche est plus modeste que celle du côlon droit, avec des flux artériels moins abondants. Ce schéma représente le côlon gauche déroulé, basculé en situation crâniale. Tout d'abord, la vascularisation artérielle provient de l'artère mésentérique inférieure, artère qui naît au-dessous de l'artère mésentérique supérieure, qui est plus grêle. Cette artère donne quelques collatérales, qui sont tout d'abord l'artère colique supérieure gauche, qui va se distribuer jusqu'à l'angle gauche, et qui va donner une anastomose, l'arc de Riolan, avec l'artère mésentérique supérieure. Elle donne ensuite l'artère colique inférieure gauche, qui va très vite se diviser en trois branches,
l'artère sigmoïdienne supérieure, moyenne et inférieure. Enfin, dans la direction initiale de l'artère mésentérique inférieure, il y a une branche toute terminale qui va sur la face dorsale du rectum. Là encore, comme pour les précédents segments digestifs, on a une artère pour une veine. Les artères se terminent sur l'arcade bordante qui suit tout le bord mésentérique de ce côlon gauche. Le retour veineux, une artère pour une veine, n'est pas calqué sur le plan géométrique par rapport au réseau artériel. La veine mésentérique supérieure était de très gros calibre, la veine mésentérique inférieure sera de plus petit calibre. Elle est d'abord parallèle au vaisseau artériel au niveau de l'arcade bordante, puis, à partir des artères sigmoïdiennes, va se séparer et se latéraliser par rapport au réseau artériel. La veine mésentérique inférieure a un trajet plus latéral dans le mésocolon gauche que l'artère. Si à l'origine ces vaisseaux sont parallèles aux artères, la veine mésentérique inférieure est plus latérale, elle est aussi de plus faible diamètre que la veine mésentérique supérieure. Après avoir collecté les veines sigmoïdiennes, elle va recevoir les veines coliques supérieures gauche et rejoindre progressivement la veine splénique pour former le tronc veineux splénomésentérique. Le réseau lymphatique sur le côlon gauche est abondant, avec tout d'abord un réseau de ganglions épicoliques qui sont situés dans la paroi intestinale. Par les fins vaisseaux lymphatiques, le flux lymphatique va se poursuivre pour faire un relais dans les ganglions paracoliques. Ces ganglions paracoliques sont à hauteur de l'arcade bordante. Le flux lymphatique est centripète. Il va ensuite rejoindre le groupe intermédiaire autour de l'origine des veines sigmoïdiennes pour se terminer dans le groupe central autour de l'artère mésentérique inférieure, beaucoup moins abondant que le groupe équivalent pour l'artère mésentérique supérieure. Le flux, comme celui qui provient de l'artère, passe en arrière du duodénum et va rejoindre la citerne du chyle, dans le groupe rétropancréatique. Ce schéma représente les rapports viscéraux et pariétaux du côlon gauche. Tout d'abord, à titre de repère, il y a la trame squelettique, la colonne vertébrale lombaire, puis le sacrum, et le bassin avec l'os coxal droit, l'os coxal gauche. En avant, comme axe médian, par rapport à la colonne, il y a l'aorte abdominale et sa bifurcation aortique en deux artères iliaques communes à hauteur de L4. À partir de l'aorte, naît, ici, au milieu du schéma, l'artère mésentérique inférieure. Le côlon descendant, qui appartient au côlon gauche, est sectionné au-dessous de l'angle colique gauche, il a un trajet vertical, descend ensuite avec une orientation médiale dans la concavité du bassin pour venir former le côlon pelvien. Ce côlon gauche est entouré de péritoine viscéral qui se prolonge en direction médiale par le mésocolon gauche qui contient l'artère mésentérique inférieure, ses branches de division et le réseau veineux de retour mésentérique inférieur. Les rapports au-delà du péritoine, dans la partie dorsale, sont représentés par le muscle transverse de l'abdomen, pour toute la partie verticale. Muscle transverse de l'abdomen, avec comme muscle suivant, en direction de la ligne médiane, le muscle carré des lombes, puis le muscle psoas, et au-dessous de la crête iliaque, ce muscle psoas est rejoint par le muscle iliaque. Deuxième élément, rétro-péritonéal, en arrière du mésocolon gauche, le rein gauche, le côlon est proche du bord latéral, du bord convexe du rein gauche. Les voies urinaires se prolongent par l'urtère gauche, qui est également rétro-péritonéal, urtère gauche qui est croisé par les vaisseaux gonadiques. Ces vaisseaux gonadiques, artère et veine, seule l'artère est représentée sur le schéma, avec un trajet festonné, contourné, qui croise l'urtère.
Les vaisseaux mésentériques inférieurs comprennent la veine, qui est plus latérale que l'artère, dans le mésocolon, puis l'artère avec sa collatérale qui est la colique supérieure gauche, et l'artère destinée au sigmoïde. Les branches de division ne sont pas représentées. Au-dessous de la crête iliaque, le muscle psoas iliaque est en fait le résultat de la jonction entre le muscle psoas et le muscle iliaque, et tous les deux passent sous le ligament inguinal qui est représenté par le trait oblique vert. Toujours en rétropéritonéal, on trouve sur la ligne médiane, comme dit précédemment, l'aorte abdominale et l'origine de l'artère mésentérique inférieure. Pour compléter le schéma, nous avons représenté le rein droit, les deux glandes surrénales, droite et gauche, et une partie de l'ensemble duodénum-pancréas, avec le duodénum qui est sectionné pour D1 et D3, le corps et l'ensemble pancréatique qui passe en avant de l'aorte, mais également du rein gauche. Le trait vert oblique représente l'insertion du mésocolon transverse. Quant au trait vert qui est vertical en avant de l'aorte, puis qui se décale sur la droite de l'individu, c'est l'insertion du mésentère. Ventralement, le côlon gauche est recouvert par les anses grêles. Il est en situation dorsale, contrairement au côlon ascendant. Il est peu accessible à l'examen clinique, car trop profondément situé. La glande hépatique est la plus volumineuse des glandes annexes de l'intestin. Cette glande hépatique, avec pour radical épars, est également appelée le foie. Le foie qui est un terme commun. Cette glande est véritablement vitale. On ne peut pas vivre en absence de fonction hépatique au-delà de quelques heures. La glande hépatique est un véritable filtre, depuis le flux sanguin qui provient du tube digestif, pour restituer ce sang veineux dans le système cave inférieur, après avoir subi de nombreuses fonctions métaboliques. Par exemple, la régulation de la glycémie et, en partie, le rôle de la glande hépatique. Premièrement, le foie aux glandes hépatiques produit la bile qui, là aussi, est indispensable pour la digestion et qui va se déverser par des voies biliaires dans le deuxième duodénum. Sur le plan morphologique, la glande hépatique est constituée d'un tissu extrêmement malléable qui va s'adapter à la forme et aux contraintes des viscères environnants. La glande hépatique est un segment ovoïde coupé par un plan oblique en bas, en avant et à droite, qui ne laisse que la partie supérieure de l'ovoïde. Ce premier schéma représente la glande hépatique vue de face. C'est une surface régulièrement convexe qui comprend une face supérieure dite diaphragmatique qui s'est adaptée à la forme des coupoles diaphragmatiques, principalement la droite, mais en partie également la gauche. Cette face supérieure ou diaphragmatique est marquée par la présence d'une empreinte, l'empreinte du sillon ombilical sur lequel s'insère le ligament falciforme, qui n'est autre que le reliquat du mésogastre ventral. Ceci va séparer la glande hépatique en deux parties, le lobe droit, qui est volumineux, situé sous l'hypocondre droit, et le lobe gauche, beaucoup plus restreint, situé en partie sous la coupole diaphragmatique gauche. Dorsalement, dépasse la veine cave inférieure qui est fortement au contact de la glande hépatique, du tissu hépatique, et voire même incrustée dans le parenchyme hépatique. Le bord antérieur est fin, selon un angle aigu, il est légèrement courbe, il est oblique, depuis la droite en direction crâniale et vers la gauche, et ce bord antérieur à l'état normal ne dépasse pas le grille costal du côté gauche. Le bord antérieur laisse apercevoir le fond de la vésicule biliaire qui est plus ou moins accolé au parenchyme hépatique. Ce deuxième schéma sur le plan morphologique est une vue latérale
vue latérale droite, avec la face diaphragmatique qui est régulièrement convexe ou face supérieure. Le bord antérieur fait un angle aigu, c'est lui qui est le plus inférieur, le plus caudal. Le bord antérieur laisse apercevoir la vésicule, qui est un réservoir en forme d'ampoule, dont le fond vésiculaire est antérieur et inférieur. La face inférieure présente le île hépatique, c'est là où arrivent les vaisseaux veineux et artériels et où émergent les voies biliaires. La veine porte va distribuer le sang veineux d'origine digestive dans le parenchyme hépatique. La veine cave inférieure est verticale, en arrière. Cette veine cave inférieure est au contact, voire même incrustée et fortement adhérente au parenchyme hépatique, et elle va recevoir des veines supra- ou sus-hépatiques pour le retour du sang veineux dans le système cave. Ce segment ovoïde tronqué comprend un bord postéro-supérieur qui est convexe, ainsi qu'un bord postéro-inférieur également convexe. Ce troisième schéma représente la face inférieure de la glande hépatique. Face inférieure qui va être, plus que les autres, marquée par les empreintes des viscères qui sont à son contact. Cette surface a grossièrement la forme d'un trapèze et elle présente une marque constituée par plusieurs éléments qui a la forme de la lettre H. Avec une première partie, la branche ici droite verticale de la lettre H, qui est constituée tout d'abord par le sillon ombilical qui se prolonge par le ligament rond. Ce ligament rond n'est autre que le reliquat embryonnaire de la veine ombilicale, qui n'est plus fonctionnelle. Cette branche verticale se poursuit en direction dorsale par le sillon du canal d'Arancius. La barre transversale de la lettre H est constituée par le île hépatique, où partent et arrivent vaisseaux et canaux biliaires. Quant à la partie qui termine la lettre H, la deuxième branche verticale, du côté gauche, c'est tout d'abord la fossette cystique qui la constitue. C'est là que s'est implanté et repose le corps de la vésicule. La veine cave inférieure constitue une deuxième partie de la branche verticale et la jonction se fait par un relief qui fait une bosse, une voussure, qu'on appelle le processus caudé. Ceci va donc séparer cette surface inférieure de la glande hépatique en différents lobes. Tout d'abord le lobe gauche, comme on l'avait vu sur la face diaphragmatique, lobe gauche qui est marqué par l'empreinte de l'estomac, l'empreinte de l'extrémité crâniale de l'estomac. Dans le périmètre de la lettre H, la partie antérieure représente le lobe carré, la partie, au contraire, postérieure, c'est le lobe de Spiegel. La partie droite restante, au-delà de la veine cave et de la fossette cystique, c'est le lobe droit, lui aussi marqué par plusieurs empreintes. Tout d'abord, l'angle colique droit, près du bord antérieur, l'empreinte du genu superius du duodénum, à côté de la fossette cystique, l'empreinte du rein droit, plus dorsale, et enfin de la glande surrénale droite. Ce dernier schéma sur la morphologie hépatique représente la face dorsale de la glande. Cette face dorsale a des bords qui sont régulièrement convexes, et elle est marquée par l'empreinte des adhérences entre le péritoine viscéral qui recouvre la glande hépatique et le péritoine pariétal. C'est l'un des moyens de contention de la glande hépatique dans la partie crâniale de la cavité du péritoine. La veine cave inférieure est verticale, particulièrement adhérente, voire même incrustée dans le parenchyme hépatique. Par l'intermédiaire du sillon d'Arancius, la veine cave inférieure reçoit le canal d'Arancius, qui n'est plus fonctionnel après la naissance. Ce périmètre veineux délimite le lobe de Spiegel sur la face dorsale.
Sur la face diaphragmatique, on avait vu la présence du ligament falciforme qui se prolonge ici sur la face dorsale pour rejoindre les autres zones d'adhérence. Ce ligament falciforme est en fait le reliquat du mésogastre ventral dans lequel s'était développée la glande hépatique. Les zones d'adhérence sont variables en surface en fonction du volume de la glande hépatique correspondant. Le ligament triangulaire droit, avec une forme typiquement triangulaire, le sommet étant sur la droite, est une vaste zone d'adhérence entre péritoine viscéral de la glande hépatique et le péritoine pariétal postérieur. À l'opposé, le ligament triangulaire gauche est plus fin. L'un comme l'autre vont jusqu'à l'extrémité soit droite, soit gauche de la glande, et se rejoignent l'un et l'autre, et s'associent également au ligament falciforme. C'est un système de contention efficace pour une glande hépatique qui, chez l'adulte, pèse en moyenne 2 kg. Le tissu hépatique est homogène, sa couleur est brun, rouge foncé. Le tissu hépatique est recouvert par une capsule conjonctive, la capsule de Glisson, capsule qui est elle-même recouverte par le péritoine viscéral. La glande hépatique va être solidarisée à la paroi postérieure. Et ce moyen de solidarisation, on vient de le représenter sur la glande. Le schéma suivant représente sa circonférence sur la paroi postérieure, c'est-à-dire essentiellement sur la partie verticale du muscle diaphragme. Le schéma est une coupe frontale qui prend dans le plan de coupe les coupoles diaphragmatiques droite et gauche, qui sont recouvertes de péritoine pariétal postérieur. Ce péritoine pariétal postérieur, sur une surface avec un périmètre complexe, va être en adhérence avec le péritoine viscéral qui recouvre la glande hépatique, et cette périphérie s'appelle le ligament coronaire qui comprend le ligament triangulaire droit. Dans la partie médiane, c'est la section de la veine cave inférieure qui est représentée. Il y a un ligament triangulaire gauche, et bien sûr, le sillon du canal d'Arancius entre les deux. En plus des moyens de solidarisation que l'on vient de voir, le foie possède des moyens de suspension pour maintenir sa masse de 2 kg dans la partie crâniale de la cavité péritonéale. Ce schéma représente une coupe frontale de la région, à cheval sur le thorax et l'abdomen, avec du côté droit l'empilement des espaces intercostaux. Le foie est donc moulé sur la concavité des coupoles diaphragmatiques droite et gauche, et rappelons-nous que le muscle diaphragme n'est pas une frontière étanche entre le thorax et l'abdomen, et que les phénomènes pathologiques peuvent passer de l'un vers l'autre. Tout d'abord, sur la partie centrale, la glande hépatique est en contact avec le péricarde qui est au niveau du centre tendineux du muscle diaphragme et qui contient la masse cardiaque. Plus latéralement, on a la plèvre pariétale qui recouvre la coupole diaphragmatique et qui forme cet angle, un cul-de-sac pariéto-diaphragmatique. Le muscle diaphragme lui-même, et au-dessous, comme moyen de suspension, le ligament falciforme, qui n'est autre que le reliquat embryonnaire du mésogastre ventral, avec ses deux feuillets de péritoine viscéral, un droit, un gauche. Ce ligament falciforme se termine au niveau du bord libre du mésogastre ventral, car au-dessous, en direction caudale, il n'y a plus de mésoventral. Cette limite caudale est constituée par le ligament rond, qui n'est autre que l'ex-veine ombilicale qui s'est sclérosée. Cette veine ombilicale, elle est au niveau, bien entendu, du cordon, et peut être retrouvée au niveau de la cicatrice ombilicale.
La cavité thoracique est régulièrement en dépression par rapport à la cavité péritonéale du fait des mouvements respiratoires. Lorsqu'une personne a une affection, une maladie intrapéritonéale, par exemple une infection de la vésicule ou de l'appendice, eh bien le patient va rester couché. En position couchée, la plèvre et les cavités pleurales étant en dépression, à chaque mouvement respiratoire, on va avoir la transmission d'une dépression dans un espace situé entre le muscle diaphragme et la face supérieure ou diaphragmatique de la glande hépatique. C'est un espace virtuel entre péritoine pariétal et péritoine viscéral, mais qui, du fait de la position couchée et de la dépression, va favoriser la migration des collections infectieuses et purulentes dans cette région qu'on appelle la loge sous-phrénique. Et il y a donc une loge sous-phrénique droite, une loge sous-phrénique gauche, qui peuvent être le siège d'abcès sous-phréniques, qui sont des complications graves d'une atteinte infectieuse intrapéritonéale. Sur le même modèle, on a les loges sous-hépatiques, avec une loge sous-hépatique droite, une loge sous-hépatique gauche, mais qui sont plus banales et moins concernées par les phénomènes dus à la dépression des abcès sous-phréniques droit ou gauche. Ce schéma représente les rapports viscéraux de la glande hépatique, avec une partie du schéma qui serait transparent pour rendre visibles les éléments intrathoraciques. C'est l'équivalent d'une coupe frontale. La glande hépatique occupe la région sous les coupoles diaphragmatiques, principalement à droite, en partie à gauche. Encore une fois, le muscle diaphragme n'est pas une frontière étanche entre les événements intrathoraciques et ceux qui sont intrapéritonéaux. Le péricarde repose sur le centre tendineux du muscle diaphragme et il contient bien sûr la masse cardiaque. Les autres rapports thoraciques sont représentés par les plèvres et les poumons, principalement la cavité pleurale et le poumon droit, de façon beaucoup plus restreinte, la cavité pleurale et le poumon gauche, qui descendent en arrière du muscle diaphragme, qui descendent jusqu'au cul-de-sac pleural, droit et gauche. En intrapéritonéal maintenant, la glande hépatique descend jusqu'à la 10e côte à droite, elle s'arrête au niveau du 8e cartilage costal à gauche. La face inférieure, on l'a vu, présente de nombreuses empreintes viscérales, avec la rate pour le lobe gauche, l'extrémité crâniale de l'estomac, toujours pour le lobe gauche. Quant à la partie droite, on a vu qu'il y avait le lit de la vésicule, le genu superius du duodénum, ici l'angle droit du côlon, alors que l'angle gauche est au contact de la base de la rate. À l'état normal, la glande hépatique, son bord antérieur, ne dépasse pas le gril costal. La vésicule peut être perceptible, dépasser légèrement le bord inférieur du gril costal, mais tout dépassement important de plusieurs centimètres est en fait une conséquence d'un phénomène pathologique au niveau de la glande hépatique. Le côlon transverse, entre l'angle droit et l'angle gauche, a une direction concave vers le haut, plus ou moins élargie, plus ou moins allongée, selon l'âge du patient. Voyons maintenant la glande hépatique sur le plan fonctionnel, avec les différents territoires hépatiques. Ce schéma représente en fait la glande hépatique sur sa face diaphragmatique, mais qui serait vue en partie par transparence. En effet, la segmentation de la glande hépatique, qui est un peu équivalente à la segmentation du poumon, est bâtie sur l'architecture vasculaire et biliaire, avec ici, ce qui serait vu par transparence, l'architecture des veines suprahépatiques. La segmentation de la glande hépatique est donc ainsi constituée. Tout d'abord, le lit de la vésicule biliaire
forme ce que l'on appelle la scissure principale qui se prolonge par une branche qui va constituer une veine sushépatique. La scissure principale divise la glande en foie droit et foie gauche. On avait vu que la division morphologique est différente, que c'est le ligament falciforme qui séparait la glande en lobe droit et lobe gauche. La division fonctionnelle est donc totalement différente. La veine sushépatique droite, qui est grossièrement à mi-distance entre la scissure principale et le bord latéral droit de la glande hépatique, va elle-même subdiviser la glande hépatique. Il y a deux veines suprahépatiques, la droite et la gauche. La gauche forme en partie la scissure principale. Sa deuxième portion va drainer le sang veineux du lobe gauche. Le ligament falciforme inséré sur la scissure dite ombilicale sépare le foie gauche en deux parties. Donc foie droit et foie gauche sont à leur tour divisés, l'un par la scissure droite, l'autre par la scissure ombilicale. Les scissures droite et scissure ombilicale divisent à leur tour le tissu hépatique en secteurs, un secteur paramédian gauche, puis un secteur latéral gauche, et à l'opposé pour le foie droit, un secteur paramédian droit et un secteur latéral droit. Cette division est pour le moment verticale. Elle va à son tour être divisée par un plan horizontal. Plan horizontal qui passe à mi-distance entre le sommet de la glande hépatique et le bord antéro-inférieur. Ce plan horizontal, plus ou moins régulier, divise les secteurs en segments. Et ces segments sont postéro-supérieurs au-dessus du plan de section, ils sont antéro-inférieurs au-dessous du plan de section. On a donc ainsi une série de segments au nombre de 8. Le premier segment n'est pas visible sur ce schéma puisque c'est le lobe de Spiegel qui est seulement visible sur la face dorsale ou inférieure. Cette numérotation en chiffres romains commence au niveau du foie gauche dans le segment postéro-supérieur latéral gauche. C'est le segment 2. Le segment 3 est donc le segment antéro-inférieur latéral gauche, et ainsi de suite, avec une rotation des numéros dans le sens horaire. Le segment 7, par exemple, est le segment postéro-supérieur latéral droit. Comme les adjectifs sont nombreux et difficiles à mémoriser, tous les praticiens, radiologues, chirurgiens, etc., utilisent la numérotation en chiffres romains de 1 à 8. Voici la segmentation hépatique exprimée maintenant sur la face inférieure. Vous reconnaissez la position de la veine cave, l'empreinte de la lettre H sur cette face inférieure, et le île hépatique qui est ici représenté avec la division, l'arborisation de la veine porte. Sur le bord antérieur, on a la scissure principale qui correspond au lit vésiculaire, la scissure ombilicale, la scissure droite qui est ici représentée de façon théorique puisque le réseau veineux suprahépatique n'est pas visible par transparence. Pour les segments, le segment 1, c'est le lobe de Spiegel qui est dans le périmètre de la partie inférieure de la lettre H, en arrière du île, et ainsi de suite. Le segment 2 est donc lui sur le côté gauche de la glande hépatique, puis le segment 3 du côté gauche mais ventral, et ainsi de suite jusqu'au segment 7. Le segment 8 n'est pas visible puisqu'il est uniquement sur la face dorsale. Ce schéma permet de représenter également l'arborisation de la veine porte, dans chacun des segments. Et chacun des segments est indépendant sur le plan vasculaire des autres qui lui sont adjacents,
C'est une vascularisation terminale, tant sur le plan des vaisseaux portes que de l'arborisation artérielle de l'artère hépatique. Ce schéma représente la situation des pédicules du foie, pédicules vasculaires, à la fois pour l'arborisation de la veine porte et l'arborisation de l'artère hépatique qui est ici colorée en vert alors qu'elle devrait être en rouge. C'est donc toute cette surface diaphragmatique qui est transparente et qui laisse apercevoir la division de ces vaisseaux veineux et artériels. Pour mémoire, dorsalement la veine cave inférieure et sous le bord antéro-inférieur, le fond de la vésicule. La veine porte, ainsi que l'artère hépatique, traversent la pars vasculosa du petit épiplomb et atteignent le hile hépatique. Avant de traverser le parenchyme hépatique, la veine porte comme l'artère hépatique se divise en deux branches. Tout d'abord, la branche gauche de la veine porte a un trajet arciforme, contourné. Cette branche gauche de la veine porte se termine en direction ventrale par une dilatation qui correspond à la fin de la veine ombilicale qui est sclérosée, et cette dilatation s'appelle le récessus de Rex. Le reliquat de la veine ombilicale étant pointillé et constitue le ligament rond. Du côté droit, la branche droite de la veine porte a un trajet vertical puis horizontal et va s'arboriser, se diviser pour donner un pédicule terminal dans chaque segment. On a donc ici une distribution veineuse indépendante pour chacun des segments. L'arborisation artérielle suit point par point cette arborisation de la veine porte, avec là aussi des pédicules terminaux sur le plan artériel, sans anastomose, les uns avec les autres. C'est sur ce principe que sont basées les hépatectomies, les ablations partielles de la glande hépatique. On pourra réaliser l'ablation d'un, deux, trois ou quatre segments du fait que la vascularisation est indépendante les uns vis-à-vis des autres. Le tissu hépatique, rouge brunâtre, est en fait très friable. Ce tissu est friable et, en technique chirurgicale, on procède à la découpe de la glande hépatique par digitoclasie. La digitoclasie, c'est en fait un geste qui va écraser le tissu hépatique entre le pouce et l'index et qui va mettre à jour, de proche en proche, les vaisseaux artériels, veineux ou les canaux biliaires. Et au fur et à mesure, de proche en proche, le chirurgien peut ligaturer les vaisseaux et les canaux et procéder ainsi à une ablation partielle de la glande hépatique, par exemple pour enlever une métastase provenant d'un cancer digestif. Le parenchyme hépatique est donc très vascularisé, c'est une éponge artérielle et veineuse, avec une capsule conjonctive et un parenchyme sous-jacent qui sont fragiles. Le foie est donc exposé au traumatisme. Traumatisme de sport, traumatisme de la route. Lorsqu'il y a un impact sur l'hypocondre droit, il faut toujours suspecter une lésion de la glande hépatique. Et il se produit de façon assez fréquente ce que l'on appelle des fractures de la glande hépatique, fractures de la capsule, qui se prolongent par un déchirement du tissu hépatique, qui va intéresser également les vaisseaux, artères et veines, avec des hémorragies intrapéritonéales qui peuvent être très difficiles à contrôler. La glande hépatique s'adapte à la morphologie des viscères environnants, c'est un tissu malléable, mais qui a la propriété extrêmement intéressante de la régénération. Si pour une raison pathologique, on doit pratiquer l'ablation d'une grande partie de la glande hépatique, d'un fort pourcentage, par exemple 80% de la glande hépatique, eh bien, non pas sur le plan morphologique, parce que la régénération de la glande hépatique ne va pas restituer la forme initiale, mais sur le plan volumétrique et fonctionnel, en quelques semaines, le reliquat qu'on a laissé, qui était indemne, va prendre, par sa croissance, un volume équivalent à la glande hépatique qui existait antérieurement. Le schéma suivant représente
l'anatomie dans l'ensemble des voies biliaires, à la fois intra- et extra-hépatiques. Pour la digestion, la glande hépatique produit la bile qui va être déversée dans le tube digestif après chaque repas. Ce liquide biliaire est produit dans le parenchyme hépatique, collecté par un système de canaux hépatiques, qui vont ensuite, dans un trajet non plus intra-hépatique mais extra-hépatique, se déverser dans le deuxième duodénum. Ces voies biliaires font l'objet de nombreux phénomènes pathologiques. Tout d'abord, la bile étant un liquide épais, va produire facilement et très fréquemment des concrétions qu'on appelle des calculs ou lithiases. Ces calculs ou lithiases peuvent obstruer les voies biliaires, être responsables d'une rétention douloureuse, c'est une colique hépatique, responsable d'une infection, voire responsable d'un reflux de la bile dans le sang, qui va provoquer une coloration jaune puis verdâtre des tissus, en particulier de la peau et de la sclérotique de l'œil. C'est ce que l'on appelle l'ictère. Les voies biliaires extrahépatiques font donc l'objet de nombreux problèmes pathologiques, les lithiases, avec des conséquences chirurgicales pour lever un obstacle mécanique. Les voies biliaires sont sujettes à de nombreuses variations anatomiques. Une variation anatomique ne gêne pas le fonctionnement, mais par contre l'arborisation différente doit être bien connue par le chirurgien qui doit intervenir sur les voies biliaires d'un patient. Enfin, il existe des défauts de fabrication, des défauts congénitaux des voies biliaires, avec un défaut de fonctionnement comme conséquence, le plus grave étant l'agénésie des voies biliaires extra-hépatiques, où il faut parfois faire une anastomose entre le duodénum et un reliquat de voie biliaire au niveau du hile hépatique. Ce schéma, qui représente en transparence le tissu hépatique, montre l'arborisation des voies biliaires intrahépatiques avec un canal pour chaque segment, sauf le segment 1 qui en possède 2. L'arborisation est identique au schéma qu'on avait pour la veine porte et l'artère hépatique propre. Il y a donc un conduit hépatique gauche pour le foie gauche et un conduit hépatique droit qui chacun draine la production biliaire de la moitié droite ou gauche de la glande. Ces deux conduits hépatiques vont se réunir pour former le canal hépatique juste en aval du hile hépatique. La formation du canal hépatique est extra-parenchymateuse. Ce canal hépatique descend verticalement, il a son trajet dans le pédicule hépatique, la pars vasculosa du petit épiplomb, et ce canal hépatique va recevoir le canal cystique qui draine le réservoir qu'est la vésicule biliaire. Après cette réunion, le canal hépatique devient le canal cholédoque qui est tout d'abord rétropancréatique, puis transpancréatique, tout d'abord rétropancréatique, puis transpancréatique, avant de se terminer, le plus souvent par une terminaison commune avec les canaux pancréatiques. La terminaison se fait dans la lumière du deuxième duodénum. Le schéma suivant représente l'ensemble des voies biliaires extrahépatiques. Ces voies biliaires extrahépatiques sont divisées en une voie biliaire dite principale, voie biliaire principale parce qu'elle est indispensable à la vie, par opposition à la voie biliaire accessoire qui, elle, peut être supprimée chirurgicalement. La voie biliaire principale comprend le conduit hépatique gauche, le conduit hépatique droit, qui vont se réunir en extra-parenchymateux au niveau du hile hépatique pour former le canal hépatique. Ce canal hépatique a un trajet vertical, puis oblique vers la droite lorsqu'il est réuni au canal cystique pour former le canal cholédoque. Cette voie biliaire principale doit rester perméable
et fait l'objet de nombreux traitements chirurgicaux. Par opposition, la voie biliaire accessoire comprend la vésicule et le canal cystique. Cette voie biliaire accessoire a un rôle de réservoir. En effet, en dehors des phases de digestion, la bile qui est produite en permanence par la glande hépatique va s'accumuler dans la vésicule qui produira une vidange biliaire après les repas. Ce réservoir vésiculaire comprend un fond qui est visible au-dessous du bord antéro-inférieur de la glande hépatique. Le corps de la vésicule est en forme d'ampoule et se termine par le col ou bassinet ou infundibulum. Le col se poursuit par le canal cystique qui a tout d'abord un trajet contourné, puis une paroi irrégulière. Le canal cystique devient parallèle au canal hépatique avant de faire une convergence avec celui-ci. Du fait que la vésicule va stocker de façon intermittente le liquide biliaire, que ce liquide est relativement épais, c'est là que se forment généralement les concrétions qui s'appellent des calculs ou lithiases. Et lors de la vidange de la vésicule, lorsque cette paroi vésiculaire se contracte, eh bien, des calculs peuvent être expulsés, ils peuvent s'enclaver soit dans le canal cystique et provoquer une colique hépatique, soit ils peuvent descendre dans le canal cholédoque et obstruer toute la circulation des voies biliaires et provoquer ainsi un reflux de la bile dans le sang, ce qui donne un ictère. La terminaison du canal cholédoque est généralement commune avec le canal pancréatique principal. Cette terminaison est extrêmement importante sur le plan physiologique. Voici une coupe frontale de la paroi du deuxième duodénum au niveau de la terminaison du canal cholédoque et du canal pancréatique. En rose est représentée la muqueuse du duodénum, puis sur la droite la paroi musculaire, et la couche musculaire interne fait l'objet d'une différenciation sous forme d'un sphincter. Tout d'abord le canal cholédoque. Ce canal cholédoque va venir en direction du deuxième duodénum et se rapprocher du canal pancréatique. Canal pancréatique pour drainer les sécrétions exocrines du pancréas. Ces deux canaux se terminent dans une cavité qui est commune, qu'on appelle l'ampoule de Vater. Ces deux canaux et l'ampoule de Vater sont équipés d'un appareil musculaire sphinctérien complexe qu'on appelle le sphincter d'Oddi. En effet, il est formé d'un sphincter commun au niveau de l'ampoule, prolongé par deux sphincters propres, l'un pour le canal cholédoque, l'autre pour le canal pancréatique. Lorsque tout fonctionne bien, la bile va être évacuée par le canal cholédoque dans l'ampoule puis le tube digestif, et les sécrétions pancréatiques également. Mais en aucun cas, le liquide biliaire ne doit refluer dans le pancréas. Et par exemple, si un calcul ou lithiase a migré dans le canal cholédoque et vient s'enclaver dans l'ampoule de Vater, il peut se produire un reflux du liquide biliaire dans le canal pancréatique, ce qui va provoquer une réaction inflammatoire extrêmement grave du tissu pancréatique. Enfin, la muqueuse du deuxième duodénum, cette muqueuse forme un repli caractéristique qu'on appelle la grande caroncule et qui permet en endoscopie de repérer l'orifice de terminaison des voies biliaires et pancréatiques. En endoscopie, on peut, à partir de la cavité buccale, en traversant le trajet de l'œsophage, de l'estomac, puis en allant jusqu'au deuxième duodénum, repérer sous contrôle visuel la grande caroncule, introduire un instrument pour soit effectuer en injection rétrograde une radiographie de l'arborisation des voies biliaires,
soit lever un obstacle pour évacuer un calcul, soit encore ouvrir le sphincter, réaliser ce qu'on appelle une sphinctérotomie pour agrandir cette zone d'évacuation. Cette terminaison des voies biliaires et pancréatiques est en fait très variable. Dans 54% de la population, la terminaison est bâtie sur le schéma que l'on vient de représenter, avec une terminaison commune sur une ampoule de Vater. Pour la population restante, on a plusieurs possibilités. Selon le schéma qui est en bas et à gauche, une terminaison commune sur un canal et non plus une dilatation en ampoule. Sur le schéma en haut et à droite, les deux canaux qui se terminent parallèlement mais sans canal ni ampoule. Et en bas et à droite, les canaux qui sont indépendants l'un de l'autre, à distance, sans canal commun, sans ampoule non plus. Toutes ces terminaisons peuvent être bien sûr étudiées par les moyens d'imagerie. Ce schéma représente la totalité des voies biliaires extra-hépatiques associées à l'environnement vasculaire ou viscéral. C'est l'ensemble de ces éléments qui sont côtoyés et rencontrés par le chirurgien qui intervient sur les voies biliaires. Premièrement, le tronc cœliaque est ici sectionné dès son émergence de l'aorte, avec deux de ses vaisseaux, artère coronaire stomachique, artère splénique, et surtout l'artère hépatique commune, qui se dirige du côté droit et qui va donner comme première collatérale l'artère gastro-duodénale, qui passe en arrière du premier duodénum pour vasculariser l'ensemble du duodénum pancréas ou la grande courbure de l'estomac. Après cette division, l'artère hépatique commune devient l'artère hépatique propre et elle va donner sur son trajet l'artère pylorique destinée à la petite courbure de l'estomac. Elle se termine par une division en artère hépatique droite, artère hépatique gauche pour les deux moitiés fonctionnelles de la glande hépatique. Au cours de son trajet, elle va donner tout d'abord une artère pancréatico-duodénale postérieure et supérieure. Puis, toujours comme collatérale, une artère cystique longue qui croise la voie biliaire principale, qui est destinée à la vésicule, et le dernier élément artériel est une artère cystique courte, qui naît généralement de l'artère hépatique droite, et qui vascularise la vésicule à partir de l'infundibulum. L'élément le plus dorsal, c'est la veine porte. La veine porte, qui est verticale, oblique en haut et à droite, et qui donne ces deux branches de division avant de traverser le parenchyme hépatique. Les voies biliaires comprennent la voie biliaire principale, le canal hépatique, après la réunion des deux conduits hépatiques, et la voie biliaire dite accessoire, comprenant la vésicule et le canal cystique. L'intervention la plus fréquente est l'ablation de la vésicule, qui fait l'objet d'une inflammation ou infection, et il faut repérer les différents constituants. Le schéma semble relativement clair, alors que sur un patient qui a eu plusieurs épisodes inflammatoires ou infectieux, eh bien, les canaux et artères sont beaucoup plus difficiles à différencier. C'est ainsi que le triangle de Callot, qui comprend comme côté l'artère cystique courte, le canal hépatique et le canal cystique, permet de repérer le lieu de ligature de l'artère cystique et du canal cystique. Le deuxième élément de repérage, c'est le triangle interportocholédocien, avec un côté formé par la veine porte, un autre par le bord supérieur du premier duodénum, le troisième par le canal hépatique. C'est dans ce triangle interportocholédocien que se trouve l'artère cystique longue, qui là aussi doit faire l'objet d'une ligature. On peut se résumer en disant que dans le pédicule hépatique, l'élément le plus dorsal, c'est la veine porte, puis,
plus en avant l'artère hépatique et ses branches collatérales puis terminales, et enfin dans un plan encore plus ventral mais décalé vers la droite, la voie biliaire principale et encore au-delà la voie biliaire accessoire. La voie biliaire principale a ensuite un trajet rétro-duodéno-pancréatique puis transpancréatique avant de se terminer dans le deuxième duodénum. Dans la partie inférieure du schéma, la tête du pancréas est inscrite dans le cadre duodénal sur 3 côtés du premier au 3e duodénum.